Nous sommes en 1890. Paris, ville lumière, traverse la période que l'on appellera plus tard la Belle Époque. La Tour Eiffel vient tout juste d'être achevée pour l'exposition universelle de l'année précédente, marquant le ciel de sa silhouette métallique. Mais loin des grands boulevards haussmanniens où circulent les équipages élégants et où se promène la haute bourgeoisie, il existe un autre Paris, une ville dans la ville, avec ses propres codes, son propre rythme et sa propre population. C'est le quartier latin, le domaine incontesté des étudiants. Situé sur la rive gauche de la Seine, s'étendant des pentes de la montagne Sainte-Geneviève jusqu'aux berges du fleuve, ce quartier conserve encore, en cette fin de 19e siècle, une atmosphère médiévale par endroits, bien que le percement du boulevard Saint-Michel ait aéré le tissu urbain. C'est ici que vivent, étudient et espèrent des milliers de jeunes gens venus de toute la France, et parfois de l'étranger, pour obtenir leur diplôme de droit, de médecine, de lettres ou de sciences. Pour comprendre comment vivent ces étudiants, il faut d'abord observer où ils dorment. La grande majorité d'entre eux ne disposent pas d'un appartement au sens moderne du terme. Ils logent dans ce que l'on appelle des hôtels meublés, ou plus souvent encore, dans des chambres de bonne situées sous les toits. Le réveil de l'étudiant en 1890 commence souvent dans une atmosphère glaciale. Nous sommes au 6e ou au 7e étage d'un immeuble ancien, directement sous la toiture en zinc. En hiver, le froid pénètre ces petites pièces mal isolées avec une facilité déconcertante. La première action de la journée consiste souvent à briser la fine couche de glace qui s'est formée à la surface de l'eau dans la cuvette de toilette. Le chauffage est un luxe rare et coûteux. La petite cheminée, si elle existe, ou le poêle en fonte, réclame du charbon ou du bois, des combustibles que l'étudiant doit acheter sur son maigre budget et monter lui-même, à la force des bras, étage après étage. La chambre est exiguë. Elle contient le strict nécessaire. Un lit en fer étroit, une table bancale encombrée de livres et de papiers, une chaise, et parfois une malle qui contient tous les biens terrestres du locataire. Les murs sont souvent couverts d'un papier peint jauni, décollé par l'humidité. Pourtant, ces murs racontent une histoire. Ils sont tapissés d'affiches, de croquis ou de lettres épinglées, tentatives dérisoires mais touchantes d'appropriation de l'espace. La fenêtre, souvent une tabatière ouverte vers le ciel, offre une vue sur une mer de toits gris et de cheminées fumantes, un panorama qui inspire autant la mélancolie que la rêverie. La toilette est sommaire. L'eau courante n'arrive pas jusqu'à ses hauteurs. L'étudiant doit aller chercher son eau à la fontaine de l'étage ou dans la cour, ou utiliser la broque remplie la veille. L'hygiène corporelle complète est une affaire hebdomadaire qui se traite au bain public, moyennant quelques sous. Le matin, on se contente de se laver le visage et les mains, de brosser un habit parfois usé aux coudes et au col, et de tenter de présenter une apparence respectable. Car l'apparence compte. Même pauvre, l'étudiant de 1890 tient à son statut. Il porte souvent le veston, parfois une redingote un peu passée héritée d'un oncle ou d'un père, et sur la tête, le chapeau haut de forme ou le melon est encore de rigueur pour sortir, bien que le béret ou la casquette commencent à se populariser dans les cercles plus bohèmes. Il s'agit de ne pas être confondu avec un ouvrier, tout en ne pouvant rivaliser avec l'élégance des dandys de la rive droite. Une fois prêt, l'étudiant quitte sa chambre et entame la descente des escaliers. L'escalier de service est étroit, sombre et sent souvent la cuisine et le renfermé. Il croise la concierge dans sa loge au rez-de-chaussée, figure incontournable de la vie parisienne, gardienne du courrier tant attendu et observatrice redoutée des allées et venues. Dehors, le quartier latin est déjà en effervescence. Le boulevard Saint-Michel, que les étudiants surnomment familièrement le boule Mich, est l'artère vitale de leur existence. C'est ici que le pouls de la jeunesse bat. Le matin, les trottoirs sont encombrés. Les marchands de 4 saisons poussent leurs charrettes. Les crieurs de journaux annoncent les titres de la presse du matin, Le Figaro, Le Petit Journal, ou des feuilles plus radicales. Le petit déjeuner est souvent pris sur le pouce. Un café crème et un croissant ou une tartine de pain beurré, avalé au comptoir d'un petit débit de boisson. Pour ceux dont la bourse est la plus plate, un morceau de pain acheté à la boulangerie et mangé en marchant suffira jusqu'à midi. L'étudiant marche beaucoup. Les transports en commun, comme les omnibus tirés par des chevaux, existent, mais ils coûtent de l'argent. La marche est gratuite. Il traverse le jardin du Luxembourg, lieu de promenade favori,
où les allées de marronniers offrent un cadre propice à la révision de dernière minute ou à la discussion politique. La matinée est consacrée aux cours. Le cœur académique bat à la Sorbonne, dont les bâtiments sont alors en pleine reconstruction et agrandissement pour devenir le palais du savoir que nous connaissons. L'ambiance dans les amphithéâtres est particulière. Les salles sont souvent bondées, mal ventilées, éclairées par la lumière du jour ou par des lampes à gaz qui sifflent doucement. Les étudiants en droit se pressent place du Panthéon. Ils sont souvent considérés comme les plus conservateurs, les plus soucieux de leur future carrière de notaire ou d'avocat. Ils prennent des notes fébrilement, l'encre tachant leurs doigts, essayant de capter la parole magistrale du professeur qui dispense son savoir du haut de sa chaire, sans microphone, obligeant l'auditoire à un silence respectueux ou à des chus impérieux. Les étudiants en médecine ont un quotidien différent, marqué par la fréquentation de l'Hôtel-Dieu ou de la faculté de médecine rue de l'École de médecine. Leur réalité est plus crue. Ils sont confrontés à la maladie, à la pauvreté des patients de l'hôpital public et à l'odeur persistante des salles de dissection. Ils forment une corporation soudée, réputée pour son humour macabre et son esprit de corps, une carapace nécessaire pour affronter la dureté de leur apprentissage. Il faut noter une présence encore discrète mais réelle, celle des femmes. En 1890, les étudiantes sont encore une exception. Elles sont souvent étrangères, russes, polonaises, roumaines, venues chercher à Paris une éducation qui leur est refusée dans leur pays d'origine. Elles avancent dans les couloirs de l'université sous les regards, parfois hostiles, souvent curieux, de leurs camarades masculins. Leur vie est plus austère. Elles ont moins accès à la vie sociale des cafés et doivent redoubler de sérieux pour prouver leur légitimité dans ce monde d'hommes. À midi, la question cruciale de la nourriture se pose. L'étudiant a faim, mais ses poches sont légères. Il se dirige vers les bouillons ou les crèmeries, ces petits restaurants bon marché qui pullulent dans le quartier. Pour une somme modique, on y sert un repas chaud. Le menu est invariable. Un potage, un morceau de viande bouillie avec des légumes, du pain à volonté et un peu de vin. La qualité est médiocre, la viande est souvent dure, la sauce allongée d'eau, mais cela remplit l'estomac. On y mange au coude à coude, sur des tables en marbre ou recouvertes de toiles cirées, dans un brouhaha de conversation et de bruit de vaisselle. C'est là que s'organise la solidarité. On se partage le pain, on avance quelques sous à un camarade qui attend son mandat postal. Car la vie de l'étudiant est rythmée par l'arrivée du mandat envoyé par la famille. La majorité des étudiants vient de province. Ils sont fils de bourgeois, de médecins, de notaires, mais aussi parfois de commerçants ou d'instituteurs qui se saignent pour payer les études de leur fils à Paris. Le budget est calculé au centime près. Le loyer, l'inscription à l'université, les livres, la nourriture, le blanchissage, le chauffage. Quand l'argent vient à manquer, ce qui arrive souvent vers la fin du mois, l'étudiant prend le chemin du mont-de-piété. Il y dépose sa montre, un beau manteau, ou quelques livres précieux en échange d'un prêt qui lui permettra de manger quelques jours de plus. C'est une démarche humiliante, mais courante, un rite de passage de la vie de bohème. L'après-midi, si elle n'est pas consacrée aux cours, est souvent dédiée à l'étude personnelle. Mais étudier dans une chambre glaciale et sombre est difficile. C'est pourquoi la bibliothèque Sainte-Geneviève, place du Panthéon, joue un rôle central dans la vie étudiante. C'est un refuge. Dès l'ouverture, les places sont chères dans la grande salle de lecture, sous la magnifique structure métallique d'Henri Labrouste. Ici, il fait chaud. Ici, il y a de la lumière. Les lampes à gaz, avec leurs abat-jours verts emblématiques, diffusent une clarté douce sur les longues tables en bois. Le silence n'est troublé que par le froissement des pages et le grattement des plumes. C'est un lieu de travail intense, mais aussi un lieu de vie sociale silencieuse. On s'observe, on se reconnaît, on partage tacitement la même condition laborieuse. L'étudiant y reste souvent jusqu'à la fermeture, profitant le plus longtemps possible de la chaleur gratuite avant de devoir affronter la rue. Mais la vie étudiante en 1890 ne se résume pas à l'étude et à la misère. Elle est aussi, et peut-être surtout, une vie de camaraderie et de débat. À la sortie de la bibliothèque ou des cours, vers 18h, c'est l'heure de l'apéritif. Les cafés du boulevard Saint-Michel, comme le célèbre café d'Harcourt ou la taverne du Panthéon, se remplissent.
Le café, c'est le véritable salon de l'étudiant. N'ayant pas de place pour recevoir chez lui, il reçoit au café. Il y passe des heures devant une seule consommation. Un boc de bière, un café ou une absinthe. Cette fée verte qui fait des ravages, mais qui reste populaire pour son prix et ses effets puissants. La fumée des pipes et des cigarettes emplit l'air, créant un brouillard bleuâtre à travers lequel les voix s'élèvent. De quoi parle-t-on? De tout, avec passion. De littérature, bien sûr, en citant Zola, Verlaine ou Baudelaire. De théâtre, en critiquant la dernière pièce vue au Paradis, Le Poulailler, de l'Odéon. Mais surtout de politique. Les étudiants de 1890 sont politisés. La République est installée, mais elle est secouée par des crises. On discute du général Boulanger, du scandale de Panama qui se profile, de la montée du socialisme. Des journaux s'échangent, des manifestes se rédigent sur des coins de table. C'est une époque de bouillonnement intellectuel où l'on refait le monde chaque soir. Dans ces cafés, les étudiants côtoient aussi une population féminine particulière, les grisettes ou les jeunes femmes du quartier, couturières, fleuristes ou blanchisseuses. Des idylles se nouent, souvent éphémères, parfois durables. Ces jeunes femmes partagent souvent la vie précaire des étudiants, apportant un peu de douceur domestique dans les chambres tristes, partageant les repas de fortune et les promenades du dimanche. C'est une forme d'union libre assez courante dans ce milieu, tolérée tant qu'elle reste discrète et qu'elle ne menace pas l'avenir bourgeois qui attend l'étudiant une fois son diplôme en poche. Le dîner est souvent une répétition du déjeuner, pris dans un bouillon ou, pour les jours de fête, dans un petit restaurant un peu plus raffiné si le mandat vient d'arriver. Parfois, on achète simplement de la charcuterie et du vin que l'on remonte dans la chambre pour manger entre amis, assis sur le lit ou à même le sol. La soirée avance. Paris s'illumine. Les becs de gaz projettent des ombres dansantes sur les pavés humides. Le contraste est saisissant entre la lumière des boulevards et l'obscurité des petites rues adjacentes comme la rue de la Huchette ou la rue du Chat qui pêche. Certains étudiants, les plus fortunés ou les plus débauchés, partent pour les bals, comme le bal Bullier près de l'Observatoire. Là, sous les lumières électriques qui commencent à faire leur apparition, on danse la valse, la polka et le chahut, ancêtre du cancan. C'est un exutoire physique, un moment de libération des corps contraints par l'étude et les vêtements étriqués. Pour les autres, les plus sérieux ou les plus fauchés, la soirée se termine plus calmement. Le retour vers la chambre est une remontée vers la solitude. Il faut passer le concierge, récupérer sa bougie ou sa lampe à pétrole si l'escalier n'est pas éclairé au gaz, et gravir à nouveau les 6 étages. De retour dans la chambre, la température a chuté. Le feu s'est éteint depuis longtemps. L'étudiant rallume sa lampe. L'odeur du pétrole ou de la cire remplit l'espace. Il s'installe peut-être encore un peu à sa table pour relire ses notes, emmitouflé dans une couverture ou son manteau. Ou bien il écrit cette lettre hebdomadaire à ses parents, décrivant ses succès, minimisant ses difficultés, demandant avec tact un peu plus d'argent pour acheter un livre indispensable ou remplacer des chaussures percées. Cette correspondance est le seul lien avec le monde d'origine, avec la province calme et rassurante qu'il a quittée pour l'aventure parisienne. Il y a un sentiment de déracinement profond. L'étudiant est entre deux mondes. Il n'est plus l'enfant de sa famille, mais il n'est pas encore l'homme établi qu'il aspire à devenir. Il vit dans un temps suspendu, celui de la jeunesse et de l'apprentissage. La nuit tombe définitivement sur le quartier latin. Les bruits de la rue s'estompent, remplacés par le sifflet lointain d'un train ou le cliquetis des sabots d'un cheval de fiacre sur le pavé. Dans son lit d'étroit, l'étudiant entend parfois les rires de ceux qui rentrent tard, ou les disputes d'un couple voisin à travers les cloisons fines. Il y a dans cette vie de 1890 une mixité sociale étonnante dans l'habitat. Si les bourgeois occupent les premiers étages aux hauts plafonds et aux balcons ouvragés, les étudiants et les domestiques partagent les combles. Cette proximité géographique crée une forme de cohabitation urbaine particulière, où la misère côtoie l'opulence à quelques mètres de distance verticale. Le dimanche offre une rupture dans cette routine. C'est le jour où l'on dort un peu plus tard. C'est le jour où l'on sort de Paris, si le temps le permet. On prend le train pour la banlieue, pour les bords de Marne ou de Seine, pour aller dans les guinguettes. On y cherche un peu de verdure, de l'air pur loin des fumées de charbon de la capitale. On y canotte, on y rit, on y mange des fritures. C'est un avant-goût des vacances,
une respiration nécessaire avant de replonger dans l'étude dès le lundi matin. Il faut aussi mentionner l'importance de la hiérarchie au sein même de la communauté étudiante. Les nouveaux sont souvent soumis à des rites d'intégration, parfois bon enfant, parfois rudes. Les anciens, ceux qui sont là depuis plusieurs années, qui ont redoublé ou qui traînent dans leurs études, font figure de guides et d'initiateurs. Ils connaissent les bonnes adresses, les professeurs indulgents, les usuriers complaisants. Ils transmettent une culture orale, des chansons paillardes aux astuces pour survivre à l'hiver parisien. La santé est une préoccupation constante. La tuberculose, que l'on appelle encore phtisie, est une menace réelle dans ces logements insalubres et humides. La mauvaise alimentation, le surmenage et le froid fragilisent les corps. Il n'est pas rare qu'un étudiant doive interrompre ses études pour retourner se soigner au grand air de la province, ou pire, qu'il disparaisse, emporté par la maladie, laissant derrière lui une chambre vide qui sera relouée le lendemain. Pourtant, malgré la dureté matérielle, il règne un sentiment de liberté et d'optimisme. Ces jeunes gens savent qu'ils sont l'élite de demain. Ils vivent à une époque de progrès scientifique et technique fulgurant. Ils voient Paris se transformer, s'équiper de l'électricité, du téléphone, du métropolitain qui est en projet. Ils croient en la science, en la raison, en la République. Leur pauvreté est perçue comme transitoire, une étape nécessaire, presque romantique, vers une vie meilleure. Vers la fin de l'année universitaire, la tension monte. Les examens approchent, les cafés se vident un peu, les bibliothèques se remplissent encore davantage. Les visages sont cernés, les barbes moins bien taillées. C'est le moment de vérité, celui qui justifiera les sacrifices financiers de la famille et les privations de l'année. Ceux qui réussissent connaîtront la joie immense de la réception, le télégramme envoyé à la famille, le banquet final avec les amis où l'on dépense les derniers sous dans un repas pantagruélique. Ceux qui échouent devront affronter le retour honteux en province ou la perspective d'une nouvelle année de vaches enragées à Paris. Ainsi vivait l'étudiant à Paris en 1890. Une vie faite de contrastes violents. Le froid de la chambre et la chaleur du café, la solitude de l'étude et la fraternité de la bande, la pauvreté matérielle et la richesse intellectuelle. C'était une vie rude, sans le confort moderne que nous connaissons, où chaque geste du quotidien demandait un effort, se chauffer, se laver, se nourrir. Mais c'était aussi une vie vécue au cœur battant du monde, dans une ville en pleine effervescence artistique et politique. Pour ces jeunes hommes, et ces quelques femmes, ces années passées au quartier latin resteraient gravées dans leur mémoire non pas comme des années de misère, mais comme les années de leur jeunesse, un temps de liberté absolue, avant d'entrer dans les cadres rigides de la société adulte de la fin du siècle. En observant les façades des immeubles du boulevard Saint-Michel aujourd'hui, on peut presque encore imaginer, derrière les fenêtres des derniers étages, la lueur vacillante d'une bougie et la silhouette d'un étudiant penché sur ses livres, rêvant de conquérir Paris.